À la tombe de mon mari, ma belle-mère a dit, il est mort parce qu'il ne pouvait pas supporter son échec. Les proches murmurèrent. Puis mon fils de 8 ans s'est accroché au cercueil et a dit, Grand-mère, dois-je dire à tout le monde ce que tu as fait boire à papa? Le pasteur a laissé tomber sa Bible alors que mon garçon montrait sa poche. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Debout près de la tombe de mon mari, regardant la pluie se mêler aux larmes sur le visage de mon fils de 8 ans, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer. Le cimetière était bondé de gens de notre petite ville du Tennessee, tous réunis pour dire au revoir à Roland, le vétérinaire qui avait traité leurs animaux de compagnie comme sa propre famille pendant 12 ans. Des parapluies noirs s'épanouissaient sur la colline comme des fleurs sombres, et la voix du pasteur couvrait le bruit de la pluie qui tombait. Ma belle-mère, Vera, se tenait juste en face de moi, son voile noir ne dissimulant en rien le mépris dans ses yeux. Elle me fixait depuis notre arrivée, sa bouche plissée en cette ligne de désapprobation familière que je voyais depuis 13 ans. Mon fils qu'ainsi se serrait contre moi, sa petite main agrippant la mienne si fort que je pouvais sentir son pouce accélérer dans sa paume. Nous nous rassemblons ici pour confier le corps de Roland à la terre, commença le pasteur Tillman. Mais la voix de Vera trancha soudain ses paroles comme une lame dans la soie. Il est mort parce qu'il ne pouvait pas supporter son échec. Ces mots résonnèrent, clairs et nets, faisant tourner toutes les têtes. Elle n'essayait même pas de chuchoter. Mon brillant fils réduit à néant parce que sa femme n'a même pas réussi à obtenir une promotion dans une bibliothèque de petite ville. La honte l'a tué. Des murmures d'indignation parcoururent la foule. Ma sœur Daphné me saisit le coude, me stabilisant alors que mes genoux menaçaient de flancher. Chester, mon beau-père, tendit la main vers le bras de Vera, mais elle le repoussa, sa voix s'élevant encore plus fort. Tout le monde ici le sait. Roland méritait mieux qu'une épouse médiocre qui le tirait vers le bas. Il m'a dit lui-même à quel point il était embarrassé quand elle a perdu cette promotion au profit du neveu de quelqu'un. Il a dit que le stress le dévorait vivant. C'est à ce moment-là que Quincy se dégagea de mon emprise. Mon petit garçon, qui avait été si silencieux ces 3 derniers jours, s'élança soudainement et agrippa le bord du cercueil de son père à 2 mains. Sa voix résonna, claire et forte, rien à voir avec le murmure que j'attendais. « Grand-mère, est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que tu as fait boire à papa ?» La Bible du pasteur glissa de ses mains et heurta la boue avec un bruit sourd et humide. 30 membres de la famille devinrent complètement silencieux. Même la pluie sembla s'arrêter. Quincy se tourna vers Vera, sa petite main fouillant dans sa poche. « Devrais-je leur montrer ce que papa m'a donné à garder en sécurité? Devrais-je leur parler des enregistrements sur son téléphone où tu traitais maman de fardeau? Devrais-je leur dire à quel point papa tombait malade chaque dimanche après avoir bu ton thé spécial ?» Le visage de Vera devint blanc derrière son voile. « Espèce de petit morveux menteur », siffla-t-elle, mais sa voix avait perdu son assurance d'antan. Mon fils sortit une petite fiole en verre de sa poche, la brandissant pour que tout le monde la voie. Le liquide à l'intérieur capta le peu de lumière qui filtrait à travers les nuages d'orage. Papa a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais montrer ça à la police. Il a dit que tu l'empoisonnais, grand-mère. Il a dit que tu voulais qu'il nous quitte. Maman et moi. Chester recula, le visage déformé par l'horreur. Vera, de quoi parle ce garçon? Les proches se rapprochèrent, leurs parapluies oubliés alors que la pluie trempait leurs vêtements de deuil. Madame Patterson, de la chorale de l'église, laissa tomber son recueil de cantiques. Le docteur Morrison, qui avait signé le certificat de décès de Roland, se fraya un chemin à travers la foule, son téléphone déjà à la main. Assez de la part de cet enfant, lança Vera, s'avançant vers Quincy. Mais je retrouvai ma voix et ma force au même instant. N'ose pas toucher à mon fils. Ma voix porta à travers le cimetière avec une force que je ne me connaissais pas. Roland a laissé des enregistrements, Vera. 6 mois de preuves, 6 mois où tu lui apportais ton thé spécial pour son stress. 6 mois où il devenait de plus en plus malade. Le dernier enregistrement date de 3 jours avant sa mort. Et il t'a nommé spécifiquement. Je sortis le téléphone de Roland de la poche de mon manteau, mes mains stables malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Il a tout enregistré. Tes visites, tes critiques, ton insistance pour qu'il boive chaque goutte de ta préparation spéciale. Comment tu lui disais qu'il gâchait sa vie avec moi? Comment tu disais qu'il devait être libéré de son fardeau? La foule éclata en murmures choqués. Quelqu'un était déjà au téléphone avec la police. Le pasteur Tillman restait figé, sa Bible toujours face contre terre dans la boue à ses pieds, la pluie délavant les pages dorées en brun.
Le masque de mère éploré soigneusement construit par Vera se fissura enfin complètement. J'essayais de le sauver de la médiocrité. Ce thé était médicinal, destiné à éclaircir son esprit et à lui donner la force de faire le bon choix. Qu'y avait-il dans le thé, Vera? La voix de Chester se brisa alors qu'il posait la question que tout le monde se posait. Mais qu'ainsi répondit avant qu'elle ne le puisse. Du laurier rose, dit-il, sa jeune voix portant le poids d'un savoir terrible. Papa a fait des recherches. Il a trouvé la plante dans la serre de grand-mère. Il a pris des photos. Tout est sur son téléphone, maman. Il a tout sauvegardé pour nous protéger. Les sirènes hurlaient déjà au loin, se rapprochant des portes du cimetière. Vera se tenait là sous la pluie, sa robe noire collée à son corps, son voile maintenant rejeté en arrière pour révéler un visage tordu de rage et d'autres choses. La prise de conscience naissante que son propre petit-fils venait de la démasquer comme une meurtrière aux funérailles de son fils. 3 jours avant cette confrontation au cimetière, j'étais assise par terre dans la clinique vétérinaire de Roland, entourée de cartons et de 12 ans de souvenirs. Le soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient au-dessus des piles de dossiers de patients. Chaque dossier représentait une famille que Roland avait aidée, un animal qu'il avait sauvé ou réconforté dans ses derniers moments. Mes doigts tracèrent son écriture sur un dossier intitulé « Miracle ». Le chat à 3 pattes qu'il avait soigné et que nous avions fini par adopter. « Maman, pourquoi papa était-il tout le temps si fatigué ?» demanda Quincy depuis le seuil de la porte, tenant le stéthoscope de son père autour de son cou comme Roland avait l'habitude de le porter. « Tu te souviens comment il jouait à la balle avec moi tous les soirs ? Mais ces derniers mois, il pouvait à peine marcher de la voiture à la maison après le travail. » Je levai les yeux vers mon fils, voyant les yeux de Roland dans son petit visage, le même brin doux qui pouvait calmer n'importe quel animal effrayé. Parfois, les adultes sont fatigués, mon cœur. Ton père travaillait très dur pour s'occuper de tous ces animaux. Mais même en le disant, le doute me rongeait. Roland avait été la personne la plus saine que je connaissais. Il courait 8 km chaque matin avant le travail, ne fumait jamais, buvait à peine, et à 36 ans, son dernier examen physique montrait des résultats parfaits. C'était il y a 7 mois, juste avant que Vera ne commence ses visites dominicales pour le thé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait mal au ventre après avoir rendu visite à grand-mère Vera. Continua Quincy, s'asseyant à côté de moi. Dimanche dernier, il a vomi sur le parking après que nous ayons quitté sa maison. Il m'a fait promettre de ne pas te le dire parce qu'il ne voulait pas que tu t'inquiètes. La révélation me frappa comme de l'eau froide. Roland m'avait protégé même pendant qu'il souffrait. C'était tout Roland, toujours à faire passer les autres en premier. Je serrai Quincy contre moi, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise, essayant de me ressaisir pour lui. Ma sœur Daphné arriva de Memphis cet après-midi-là, sa voiture de location s'arrêtant juste au moment où Chester partait. Il avait déposé quelques affaires d'enfance de Roland que Vera insistait pour me rendre, bien que je soupçonne qu'elle voulait simplement s'en débarrasser. Chester paraissait plus vieux que ses 65 ans, les épaules voûtées par un chagrin qui semblait plus profond que la simple perte de son fils. « Comment tiens-tu le coup, Bethany ?» demanda-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « On se débrouille, répondis-je. Bien que « se débrouiller » semblait un mot trop fort pour l'état de pilote automatique dans lequel je fonctionnais. Vera voulait que je te rappelle qu'elle s'occupera des arrangements funéraires. Elle a des idées très précises sur la façon dont on devrait se souvenir de Roland. Il ne put croiser mon regard en disant cela. Après son départ, Daphné m'aida à trier d'autres cartons pendant que Quincy jouait avec Miracle dans la pièce voisine. « Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, Beth, » dit-elle, mettant de côté une pile de revues vétérinaires. Roland était en parfaite santé. Les cœurs ne s'arrêtent pas comme ça chez les hommes de 36 ans en bonne santé. Le certificat de décès indique un arrêt cardiaque, répondis-je machinalement, ayant répété cette information si souvent qu'elle avait perdu son sens. Mais quelle en est la cause? Ont-ils fait une autopsie? Vera a insisté sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Elle a dit que cela retarderait les funérailles et que Roland n'aurait pas voulu ça. Le docteur Morrison était d'accord puisque Roland n'avait aucun antécédent de consommation de drogue ou de circonstances suspectes. Daphné fronça les sourcils. Ses instincts d'avocate étaient clairement en alerte. Vera a décidé. Beth, tu es sa femme. Cela aurait dû être ta décision. Elle avait raison. Mais dans ces premières heures horribles après l'effondrement de Roland, j'avais été trop choqué pour contester Vera sur quoi que ce soit. Elle était intervenue comme un général commandant ses troupes, prenant des décisions pendant que j'étais assise dans le couloir de l'hôpital,
essayant de comprendre comment mon mari était passé de se plaindre de légères douleurs à l'estomac à être déclaré mort en l'espace de 2 heures. Ce soir-là, alors que je m'étais qu'ainsi au lit, il sortit quelque chose de sous son oreiller. C'était une petite fiole en verre soigneusement emballée dans du papier de soie. « Papa me l'a donnée la semaine dernière », murmura-t-il comme si les murs pouvaient écouter. Il a dit que c'était notre secret. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais la garder en sécurité et te la donner, à toi ou à la police. Il a dit que le thé de grand-mère le rendait malade, mais qu'elle n'arrêtait pas de dire que c'était bon pour le stress. Je tins la fiole à la lumière. Le liquide à l'intérieur était d'un vert pâle avec de petites particules sombres flottant dedans. Mon cœur commença à s'emballer alors que les implications me submergeaient. Qu'ainsi, est-ce que papa a dit autre chose? Il a dit que grand-mère te traitait d'échec. Il a dit qu'elle voulait qu'il divorce et déménage à Nashville pour travailler à l'hôpital universitaire. Mais papa a dit qu'il aimait notre vie ici. Il a dit que tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée et qu'il ne nous quitterait jamais. Alors il a commencé à enregistrer ses visites sur son téléphone. Il m'a montré où il cachait le téléphone dans le tiroir de son bureau à la clinique, sous les ordonnanciers. Le matin des funérailles arriva, gris et oppressant, avec des nuages d'orage s'amoncelant comme un présage sur notre petite ville du Tennessee. Je me tenais dans ma chambre, fixant la robe noire que je n'avais jamais voulu posséder, quand j'entendis la voix de Vera en bas. Elle était entrée avec le double des clés que j'avais oublié qu'elle avait. Ses talons claquaient sur notre parquet avec une précision militaire. « Bethany, où sont les présentoirs de photos » cria-t-elle, sans même prendre la peine de saluer. J'ai spécifiquement dit à Chester de t'informer que j'arrangerais les photos d'enfance de Roland. Les gens devraient voir le jeune homme accompli qu'il était avant que tout ne parte de travers. Je descendis lentement les escaliers, la trouvant dans mon salon avec 2 boîtes de photographies et une femme au visage sévère que je ne reconnaissais pas. Vera portait un tailleur noir coûteux qui valait probablement plus que notre hypothèque mensuelle, son collier de perles brillant sur le tissu austère. « Voici Madame Whitmore du Nashville Tribune », annonça Vera. Elle écrit une nécrologie sur la contribution potentielle de Roland à la science vétérinaire. S'il avait poursuivi le poste à l'université au lieu de rester dans ce trou perdu. Roland aimait cette ville, dis-je, ma voix plus stable que mes mains. Il a choisi de rester ici parce que c'est ici qu'il voulait construire notre vie. Le rire de Vera fut sec et amer. Choisi ou manipulé pour rester par une femme qui ne pouvait réussir nulle part ailleurs. Cette promotion que tu as perdue au printemps dernier lui a brisé le cœur, Bethany. Il m'a dit qu'il avait l'impression de porter toute la réputation de la famille sur ses épaules. Ce n'est pas vrai. La voix de Quincy résonna derrière moi. Il se tenait dans l'escalier, déjà vêtu de son costume de funérailles, ses petits poings serrés. Papa a dit que maman était la meilleure bibliothécaire de l'État. Il a dit que M. Hulbrook n'avait donné la promotion à son neveu que par népotisme. Papa a même écrit une lettre au conseil de la bibliothèque à ce sujet. Les yeux de Vera se rétrécirent dangereusement. Les enfants doivent être vus, pas entendus, qu'ainsi. Ton père a clairement oublié de t'apprendre les bonnes manières, parmi d'autres échecs dans ce foyer. Ne parle pas à mon fils de cette façon, dis-je, me plaçant entre eux. Ton fils, Vera s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure venimeux que Madame Whitmore s'efforçait d'entendre. Le fils qui va maintenant grandir sans père parce que tu n'as pas pu offrir la vie que Roland méritait. Le stress d'être marié à quelqu'un qui ne pouvait même pas avancer dans une bibliothèque de petite ville l'a tué. Tout le monde le sait. Les proches en parlent toute la semaine. C'est alors que je remarquai qu'ainsi sortant quelque chose de sa poche. La petite fiole en verre captant la lumière du matin. Mon cœur sursauta, mais avant que je puisse l'arrêter, il la brandit. « Qu'est-ce que c'est, mon cœur » demandai-je, bien que je le sache déjà. « Papa me l'a donné la semaine dernière » dit-il, sa voix claire et courageuse. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais la garder en sécurité. Il a dit que le thé de grand-mère le rendait malade, mais qu'elle n'arrêtait pas de dire que c'était bon pour le stress. Il en a gardé un peu dans cette fiole. La pièce devint silencieuse. Même Madame Whitmore cessa de griffonner dans son carnet. Le visage de Vera passa par plusieurs émotions. La surprise, la colère, puis une froideur calculée qui me glaça le sang. « Quelle imagination cet enfant, hein » dit-elle en forçant un rire. Roland a toujours dit que le garçon était trop sensible, inventant des histoires pour faire face à son chagrin. Je suppose que c'est à ce moment que Daphné choisit d'entrer de la cuisine, ayant tout entendu. Inventer des histoires ? Alors je suppose que Roland a aussi inventé ses enregistrements vocaux.
Elle brandit le téléphone de Roland, que nous avions récupéré de son bureau à la clinique la veille au soir. Le calme soigneusement entretenu de Vera se fissura légèrement. Quels enregistrements? 6 mois d'enregistrement, dit Daphné, sa voix d'avocate en pleine action, y compris un de dimanche dernier où Roland dit, et je cite, « Maman a encore apporté son mélange spécial. Elle m'a regardé boire chaque goutte, les crampes d'estomac ont commencé en moins d'1 heure. Elle a mentionné l'échec de Beth au travail 4 fois pendant la visite, a dit que je méritais mieux. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. » Chester apparut à la porte, étant arrivé pour les funérailles. Son visage pâlit en voyant la scène. Vera, de quoi parle-t-elle? Elles essaient de créer un drame le jour où nous enterrons notre fils, lança Vera. C'est ce que Roland devait supporter, Chester. Une femme paranoïaque, une belle-sœur qui cherche les ennuis, et un enfant élevé sans respect pour ses aînés. Non, dit lentement Chester, sa voix gagnant en force. Je veux savoir ce qu'il en est de ce thé. Tu m'as dit que c'était un mélange de plantes pour le stress. Tu as dit que cela aiderait Roland à voir clair sur son avenir. C'était médicinal. La voix de Vera s'éleva brusquement. Des herbes anciennes pour clarifier l'esprit et renforcer la résolution. Roland devait voir qu'il gaspillait son potentiel ici. Chaque dimanche, j'essayais de l'aider à comprendre qu'il pouvait faire tellement mieux que cette vie. Cette femme, cette existence médiocre dans laquelle elle l'avait piégé. L'église était bondée, des gens se tenant le long des murs et débordant dans le vestibule. Roland avait touché tant de vie dans notre communauté qu'il semblait que toute la ville était venue lui dire au revoir. J'étais assise au premier rang avec Quincy serré contre moi, sentant le poids de centaines de regards sur nous. Vera s'était positionnée au bout de notre banc, s'assurant d'être visible de tous, son voile noir arrangé de manière dramatique autour de son visage. Le pasteur Tillman commença le service avec l'hymne préféré de Roland, mais je pouvais à peine l'entendre par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. Mon esprit ne cessait de rejouer la confrontation du matin. La fiole dans la poche de Quincy semblait peser 1 tonne. Daphné était assise de l'autre côté, le téléphone de Roland en sécurité dans son sac, les preuves que nous avions découvertes me rongeant comme de l'acide. Vera se leva pour prononcer l'éloge funèbre qu'elle avait insisté pour faire. Elle se dirigea vers le pupitre avec une grâce étudiée, retirant son voile d'un geste théâtral qui attira des murmures de sympathie de la congrégation. Mon fils Roland était destiné à la grandeur, commença-t-elle, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de l'église. Dès l'enfance, il a montré des promesses exceptionnelles. Il aurait pu diriger des équipes de recherche dans des universités vétérinaires, aurait pu faire des découvertes révolutionnaires qui auraient sauvé des milliers d'animaux. Il avait des offres d'institutions prestigieuses qui suppliaient pour son expertise. Elle fit une pause, laissant son regard balayer la foule avant de se poser sur moi. Mais Roland était trop loyal pour son propre bien. Il a choisi de rester dans cette petite ville, de limiter son potentiel parce qu'il croyait en l'engagement, même lorsque cet engagement est devenu une chaîne autour de sa cheville. Le stress de voir les opportunités passer, de porter le fardeau financier et social d'un foyer où il était le seul à accomplir quelque chose de significatif le rongeait jour après jour. La main de Quincy trouva la mienne, la serrant fort. Je pouvais le sentir trembler de colère, ce courageux petit garçon qui avait vu son père se détériorer pendant des mois tout en gardant de terribles secrets. Certaines personnes, continua Vera, ne sont pas faites pour la pression d'être mariées à des individus exceptionnels. Lorsque ma belle-fille a perdu sa promotion au printemps dernier, un poste qui aurait enfin donné à Roland quelque chose dont être fier dans la carrière de sa femme, j'ai vu mon fils vieillir de 10 ans en un mois. L'embarras, la déception, la prise de conscience qu'il serait toujours freiné. Cela le tuait à petit feu. C'est alors que je sentis Quincy tirer d'urgence sur ma manche. « Maman » murmura-t-il, juste assez fort pour que je l'entende. « Écoute. » Il sortit le téléphone de son père, que Daphné lui avait donné à tenir, et me montra l'écran. Il y avait un enregistrement daté de seulement 2 jours avant la mort de Roland, un que nous n'avions pas encore écouté. Quincy l'avait trouvé pendant que Vera parlait, incapable de rester assis sous ses mensonges. Je portai le téléphone à mon oreille, le volume bas, et j'entendis la voix de Roland, faible mais claire. « S'il m'arrive quelque chose, sachez s'il vous plaît que Bethany est l'amour de ma vie. Maman m'a empoisonné. J'ai des preuves. Le thé contient de l'extrait de laurier rose. J'ai trouvé les plantes dans sa serre. Faites des recherches sur les symptômes. Ils correspondent à tout ce que j'ai vécu. J'ai tout documenté. Je t'aime, Beth. Je t'aime, Quincy. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu l'arrêter plus tôt. »
La décision se cristallisa à cet instant. Je pouvais laisser Roland être enterré avec le récit de Vera pesant sur sa mémoire, marqué comme un homme détruit par la médiocrité de sa femme, ou je pouvais honorer son courage à documenter la vérité. Je me levai au milieu du discours de Vera, mon mouvement provoquant une vague de stupéfaction dans la congrégation. « Excusez-moi, dis-je, ma voix portant, claire et forte. J'ai quelque chose qui doit être partagé. » Le visage de Vera rougit de colère. « Asseyez-vous, Bethany. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour vos drames. » « Vous avez raison, dis-je en me dirigeant vers le pupitre. Le moment, c'était il y a 6 mois, quand vous avez commencé à apporter à Roland votre spécialité. L'endroit, c'était votre serre où vous cultiviez les lauriers roses que vous utilisiez pour la préparer. » L'église éclata en murmures choqués. Le pasteur Tillman se leva de sa chaise, l'incertitude se lisant sur son visage. Chester était devenu complètement blanc, s'agrippant au banc devant lui. « Ce sont les délires d'une veuve en deuil, » annonça Vera à la foule. Elle ne peut pas accepter que son mari soit mort du stress qu'elle a causé. Je brandis le téléphone de Roland. Roland nous a laissé des enregistrements, Vera. 6 mois de preuves. Il a documenté chaque visite, chaque tasse de thé, chaque symptôme. Il a photographié les lauriers roses dans votre serre. Il a conservé des échantillons du thé. Il a fait tout cela pour nous protéger parce qu'il savait que personne ne le croirait sans preuve. Quincy se leva à côté de moi, sortant la fiole. « Mon père était courageux, dit-il, sa jeune voix résonnant dans le silence stupéfait. Il savait que grand-mère le rendait malade, mais il a continué à rassembler des preuves. Il m'a dit la vérité parce qu'il voulait que quelqu'un sache, quelqu'un qui pourrait parler s'il ne le pouvait plus. » Le trajet de l'église au cimetière ressemblait à une procession funéraire à travers une épaisse mélasse. L'orage qui avait menacé toute la matinée éclata finalement alors que nous nous rassemblions autour de la tombe de Roland. La pluie tombait à verse, transformant le sol en boue en quelques minutes. Les porteurs eurent du mal à positionner le cercueil sur la tombe, leurs chaussures vernis glissant sur l'herbe mouillée. Je me tenais avec Quincy sous un parapluie noir que Daphné tenait au-dessus de nous, bien que le vent n'arrête pas de souffler la pluie de côté sur nos visages. Le pasteur Tillman ouvrit sa Bible, l'eau tachant immédiatement les pages délicates. « Nous nous rassemblons ici pour confier le corps de Roland à la terre, » commença-t-il, élevant la voix au-dessus de la pluie. « De la terre à la terre, des cendres aux cendres, de la poussière à la poussière, dans l'espérance sûre et certaine de la résurrection à la vie éternelle. » C'est alors que la voix de Vera trancha la prière comme un cri dans une bibliothèque. Il est mort parce qu'il ne pouvait pas supporter son échec. Elle s'avança dessous le parapluie de Chester, la pluie plaquant immédiatement sa robe noire à son corps. Mon brillant fils, réduit à néant parce que sa femme n'a même pas réussi à obtenir une promotion dans une bibliothèque de petite ville. La honte l'a tué. Tout le monde ici le sait, mais ne le dira pas. Roland méritait mieux qu'une épouse médiocre qui l'a tiré vers le bas à son niveau. Les proches altèrent à l'unisson. Madame Patterson laissa tomber son livre de prière dans la boue. Le docteur Morrison, qui avait signé le certificat de décès de Roland, se fraya un chemin à travers la foule. Chester tendit la main vers le bras de Vera, mais elle s'en dégagea brusquement, les yeux fous de chagrin et de rage. « 13 ans que je regarde mon fils se rabaisser pour elle, » continua Vera, me pointant du doigt d'un doigt tremblant. 13 ans à le regarder prétendre que diriger une clinique de petite ville était suffisant alors qu'il aurait pu diriger des départements de recherche dans des universités. Elle l'a piégé avec ses petits rêves et ses échecs. Quand elle a perdu cette promotion pathétique, Roland a su qu'il avait gâché sa vie. Le stress l'a dévoré de l'intérieur. C'est à ce moment que Quincy se dégagea de mon emprise. Mon fils de 8 ans courut sous la pluie et agrippa le cercueil de son père à 2 mains, son petit corps secoué par l'émotion. « Grand-mère, est-ce que je devrais dire à tout le monde ce que tu as fait boire à papa ?» Sa voix résonna, claire et forte à travers le cimetière, perçant le bruit de la pluie sur les parapluies. « Devrais-je leur montrer ce qu'il y a dans ma poche ?» La Bible du pasteur Tillman glissa de ses mains et heurta la boue avec un bruit sourd et humide qui sembla résonner dans le silence soudain. 30 membres de la famille se tenaient figés, la pluie coulant sur leurs visages comme des larmes. Même le vent sembla s'arrêter, retenant son souffle pour ce qui allait suivre. Quincy se tourna vers la foule, sortant la fiole en verre de sa poche. Le liquide vert pâle à l'intérieur semblait briller dans la faible lumière de l'orage. Papa a gardé ça du thé que grand-mère lui apportait tous les dimanches. Il a dit que c'était une preuve. Il a dit qu'elle l'empoisonnait parce qu'elle voulait qu'il nous quitte, maman et moi. Espèce d'enfant menteur, hurla Vera en s'avançant vers lui,
Mais Daphné s'interposa, ses instincts d'avocate prenant le dessus. « Ne le touche pas, Vera, » avertit Daphné. « Il y a 30 témoins ici. » Chester recula, le visage déformé par l'horreur et une prise de conscience naissante. « Vera, de quoi parle ce garçon? Qui avait-il dans ce thé que tu préparais pour Roland? » « C'était médicinal, » cria Vera, son calme soigneusement entretenu se brisant enfin complètement. Des herbes pour lui éclaircir l'esprit, pour lui donner la force de voir la vérité sur sa situation. Il avait besoin de clarté pour comprendre qu'il gaspillait sa vie avec elle. Je sortis le téléphone de Roland, mes mains stables malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Roland a tout enregistré, Vera. Chaque visite dominicale pendant 6 mois. Chaque tasse de thé que tu l'as regardé boire. Chaque fois que tu lui as dit que j'étais un fardeau dont il devait se débarrasser. J'appuyai sur play sur l'enregistrement le plus accablant. La voix faible de Roland porta à travers le cimetière via le haut-parleur du téléphone. 15 mai, maman a encore apporté son mélange spécial. Elle est restée au-dessus de moi jusqu'à ce que je boive tout. Les crampes d'estomac ont commencé en moins d'1 heure. Elle a passé toute la visite à parler de la perte de promotion de Beth, disant que je méritais mieux, que je devais être libéré de mon fardeau. J'ai trouvé du laurier rose dans sa serrière. J'ai pris des photos. Les symptômes correspondent à tout ce que j'ai vécu. Je pense que ma mère essaie de me tuer. La foule éclata. Quelqu'un appelait déjà le 911. Le docteur Morrison se fraya un chemin jusqu'à nous, le visage grave. Un empoisonnement au laurier rose expliquerait les symptômes que Roland présentait. L'arrêt cardiaque, les troubles gastro-intestinaux qu'il avait mentionnés ces derniers mois. Mon Dieu, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Parce que vous faisiez confiance au fait qu'une mère ne ferait jamais de mal à son fils, dis-je, la pluie se mêlant aux larmes sur mon visage. Vera se tenait sous l'averse, son voile noir arraché par le vent, son visage un masque tordu de rage et de folie. Je le sauvais. Il était destiné à la grandeur, pas à cette vie pathétique. Le thé était censé le rendre suffisamment malade pour qu'il prenne du repos, pour qu'il s'éloigne de son influence, pour qu'il se souvienne de qui il était vraiment. Tu l'as tué, dit Chester, la voix brisée. Tu as tué notre fils parce qu'il était heureux de sa vie et que tu ne pouvais pas le supporter. Les sirènes approchaient déjà, leur hurlement perçant la tempête. Les résultats de l'autopsie sont revenus 3 semaines après les funérailles, confirmant ce que Roland avait découvert par lui-même. L'extrait de laurier rose dans le thé médicinal de Vera avait lentement détruit son cœur et son système digestif pendant 6 mois. Le toxicologue a expliqué que les doses étaient calculées pour provoquer une détérioration progressive et non une mort immédiate, ce qui rendait le tout encore plus sinistre. Vera voulait que Roland souffre, qu'il devienne assez faible pour qu'elle puisse le manipuler et le pousser à nous quitter. Elle a été arrêtée le jour même où les résultats sont tombés, accusée de meurtre au 1er degré. Le procès a révélé toute l'étendue de sa planification. Elle avait fait des recherches approfondies sur l'empoisonnement au laurier rose, avait cultivé la plante spécifiquement à cette fin, et avait même tenu un journal documentant avec satisfaction la santé déclinante de Roland. Une entrée disait, il commence enfin à voir comment sa vie pourrait être différente. La faiblesse le rend vulnérable à la vérité. Chester a demandé le divorce depuis le parloir de la prison, sa voix creuse alors qu'il me disait « Je savais qu'elle était contrôlante, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle était capable de ça. J'ai manqué à Roland en ne le protégeant pas de sa propre mère. » Il a témoigné contre elle au procès, révélant des années de manipulation psychologique qu'il avait été trop faible pour affronter. Le procès a duré 2 semaines. Quincy a dû témoigner. Mon courageux fils de 8 ans, assis à la barre des témoins avec le stéthoscope de Roland sur ses genoux pour se donner du courage. Il a parlé au jury des visites du dimanche, de la maladie croissante de son père, des enregistrements que Roland lui avait fait promettre de protéger. Lorsque le procureur a demandé pourquoi son père s'était confié à lui, la réponse de Quincy a brisé tout le monde dans la salle d'audience. Papa a dit, parfois, les enfants voient la vérité mieux que les adultes parce que nous n'avons pas encore appris à excuser le mal. Vera a été condamnée à 25 ans pour meurtre au 1er degré. Alors qu'on l'emmenait, elle insistait encore sur le fait qu'elle avait essayé de sauver Roland de la médiocrité. Elle n'a montré aucun remords, seulement de la rage que son plan ait échoué. Elle écrit toujours des lettres de prison que nous retournons sans les ouvrir, bien que Chester me dise qu'elles sont pleines d'accusations et de justifications. 3 mois après le procès, Quincy et moi avons organisé une véritable cérémonie commémorative pour Roland à sa clinique. Toute la ville est venue, amenant leurs animaux de compagnie pour honorer le vétérinaire qui avait traité chaque animal avec compassion.
Nous avons créé le fonds commémoratif Roland Mitchell, qui fournit des soins vétérinaires gratuits aux familles qui n'en ont pas les moyens. Le fonds a recueilli $50 000 dès son premier mois, preuve de la profondeur avec laquelle Roland avait touché notre communauté. J'ai finalement obtenu une promotion à la bibliothèque, mais pas par pitié. Le conseil de la bibliothèque a enquêté sur le népotisme dans la décision précédente et a trouvé de multiples violations des politiques d'embauche. Monsieur Hulbrook a été démis du conseil et on m'a offert le poste de bibliothécaire en chef sur la base du mérite. Lors de mon discours d'acceptation, j'ai dit « Mon mari a toujours su que je méritais ce poste. Il n'a jamais considéré ma carrière comme moins importante que la sienne. Nous étions des partenaires, égaux à tous égards importants. Quincy a commencé une thérapie pour surmonter le traumatisme d'avoir gardé des secrets si sombres et d'avoir perdu son père. Son thérapeute m'a dit qu'il faisait preuve d'une résilience remarquable, attribuant cela aux solides fondations que Roland lui avait données. Le jour de l'anniversaire de Roland, Quincy a demandé si nous pouvions visiter sa tombe. Il a apporté le stéthoscope et l'a placé sur la pierre tombale en disant « Je voulais que papa sache que mon cœur est toujours fort, comme il me l'a appris. » Chester est devenu un homme différent après la condamnation de Vera. Il a vendu leur maison, a déménagé dans un petit appartement près de chez nous et est devenu le grand-père que Quincy n'avait jamais vraiment eu auparavant. Il est maintenant bénévole à la clinique vétérinaire, trouvant la rédemption en poursuivant le travail de Roland. « Je ne peux pas le ramener », m'a-t-il dit un jour. Mais je peux essayer d'honorer l'homme qu'il est devenu malgré nous, pas grâce à nous. La plus grande révélation est venue lorsque nous avons trouvé le projet final de Roland à la clinique. Il écrivait un livre sur les soins vétérinaires dans les communautés rurales, dédié à Bethany, qui me montre chaque jour que le succès ne se mesure pas en titre ou en prestige, mais dans les vies que nous touchons et l'amour que nous partageons. Le livre a été publié à titre posthume et est devenu une ressource pour les étudiants en médecine vétérinaire intéressés par la pratique communautaire. 1 an plus tard, alors que Quincy et moi plantions un jardin à la mémoire de Roland, mon fils a demandé « Penses-tu que papa savait que nous nous en sortirions ?» « Oui, lui ai-je répondu en m'agenouillant à côté de lui dans la terre. Ton père s'est assuré que nous avions tout ce dont nous avions besoin, la vérité, les preuves et l'un l'autre. Il nous a protégés même en mourant. C'est ce que fait le véritable amour. Il protège. Il persiste et il dit la vérité même lorsque cette vérité est terrifiante. » La fiole que Quincy portait ce jour-là au cimetière se trouve maintenant dans une archive de preuves de la police. Mais son véritable pouvoir résidait dans ce qu'elle représentait. La détermination d'un père à protéger sa famille. Le courage d'un fils à dire la vérité et l'échec ultime de la haine déguisée en amour. Roland avait raison dans son dernier enregistrement. La vie ne consiste pas à atteindre le plus haut sommet. Il s'agit de savoir qui se tient à vos côtés pendant que vous grimpez. Vera n'a jamais compris cela. Et cela lui a tout coûté, son fils, sa liberté et toute chance de rédemption. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément pour nous alors que nous partageons ces puissantes histoires vraies de courage, de survie et de justice. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent la force que l'on trouve dans la vérité et le pouvoir de s'exprimer, même lorsque nos voix tremblent. Merci d'avoir écouté l'histoire de Roland, racontée à travers les yeux de ceux qui l'aimaient.